très long. Parfait. Merci, M. Lavoie. Bonsoir, on va permettre juste 1-2 minutes aux gens qui sont à distance de se brancher aussi à la rencontre. Héloïse, tu me dirais si tu considères qu'on est prêt. Je crois qu'on peut y aller, Ernesto. Tout le monde a l'air branché, connecté. C'est parfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, on va débuter l'activité. Bonsoir. Bonsoir à vous. Et merci de nous accompagner à cette Assemblée publique des consultations qui porte sur une modification au plan d'implantation et d'intégration architecturale, ce qu'on appelle à la ville PIIA. On va vous expliquer dans quelques minutes qu'est-ce que ça veut dire. Et à l'arrondissement de Charlesbourg. Et je m'appelle Ernesto Salvador Cobos, je suis conseiller en consultation publique à la Ville de Québec et c'est moi qui vous accompagne ce soir pour la tenue de cette activité. Mais je ne suis pas tout seul, il y a aussi ma collègue Héloïse Gaudreau qui nous accompagne en ligne. Et puisqu'il s'agit d'une activité qu'on tient en formule hybride, c'est-à-dire que nous avons aussi des personnes qui se joignent à l'activité à distance. Donc, les gens à distance auront l'occasion de visionner les informations, de tout entendre et aussi de participer au moment, à la période allouée à ces fins. Donc, bienvenue aussi à ceux qui sont en ligne à cette activité. Donc, avant de continuer avec la présentation du personnel qui m'accompagne ici en avant, j'aimerais bien vous dire que cette séance est enregistrée à des fins pratiques pour la rédaction du rapport de la consultation, mais aussi parce que à compter de demain, on va publier sur le site web de la ville, sur la fiche du projet, que les gens à distance connaissent bien parce que vous avez utilisé le lien pour vous inscrire à l'activité. À partir de demain, on va publier la présentation ainsi que l'enregistrement de l'activité. Et ça va vous servir aussi, non seulement pour avoir les informations, mais aussi pour participer par la suite aux activités qui suivent à la démarche de participation publique. Donc, voilà. Je vais poursuivre avec les présentations du personnel de la ville. Ici, à ma droite, je vous présente M. Claude Lavoie, qui est conseiller municipal du district de Saint-Rodrigue, président de l'arrondissement de Charlesbourg et membre du comité exécutif. Bienvenue, M. Lavoie. Et à ma gauche, je vous présente M. Pierre Marcoux, qui est conseiller en urbanisme à la division de la gestion de territoire. C'est M. Marcoux qui va être le responsable de vous présenter toutes les informations sur les projets de modification réglementaire. Bonsoir. Merci. Et donc, avant de passer à l'introduction à l'activité, juste par rapport à la convocation, je vous donne quelques informations. Et on a publié, on a convoqué les citoyens à cette activité par une actualité, par une nouvelle à l'arrondissement qu'on appelle actualité arrondissement. Ce sont des communiqués qui sont envoyés aux citoyens qui sont abonnés. Et donc, on a envoyé cette communication le 21 octobre dernier. On a publié aussi les informations sur le site web de la ville, sur la fiche du projet, notamment le sommaire décisionnel concernant les projets également le 24 octobre. Et nous avons envoyé une convocation aux membres des 3 conseils de quartier qui existent actuellement à Charlesbourg, les conseils de quartier des Jésuites, d'Orsainville et de Notre-Dame-de-Laurentides. Et nous avons aussi envoyé une convocation aux abonnés respectifs. Donc, voilà. Et, par rapport au déroulement de l'activité, nous allons avoir dans quelques instants les mots de bienvenue et d'introduction à l'activité. Par la suite, une brève explication de ma collègue Héloïse Gaudreau pour un petit peu la gestion de la période de la présentation pour les personnes qui nous accompagnent en ligne. Par la suite, la présentation du projet et à la fin de la présentation, la période des questions-réponses. Et voilà, une fois qu'on aurait répondu à toutes les inquiétudes, les questionnements, la fin de la séance. Donc, merci. Sans plus tarder, M. Lavoie, je vous cède la présentation pour les... Merci beaucoup, Ernesto. Alors, vous allez voir, j'ai eu la chance hier soir dans un autre forum
d'avoir une présentation un peu de la situation des plans d'implémentation et d'intégration architecturale à Charlesbourg. Ils sont assez particuliers. Ils sont le résultat d'un long historique de beaucoup de mouvements avant les fusions, avant même que Charlesbourg ne devienne Charlesbourg. Alors, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'accumulation, de documentation, de décisions qui se sont prises au fil du temps. Et il y avait nécessité, je pense, pour faciliter les choses, de faire en bon québécois un peu de ménage dans tout ça pour simplifier la vie aux citoyens, simplifier aussi l'accès aux permis que l'on veut vraiment favoriser pour faciliter, comme je disais, l'accès à des permis de construction, etc. Alors, Pierre va tout vous expliquer ça en long et en large, un peu d'historique probablement, et qu'est-ce que ça veut dire et quels sont les changements proposés. Alors, bonne soirée tout le monde, merci d'être là, et Pierre, je vous cède la parole. Un petit Oh, non, ça va, c'est correct, Monsieur Lavoie. Merci. En fait, juste, j'aimerais bien céder la parole à ma collègue Héloïse pour juste donner quelques consignes aux personnes qui sont en ligne pour la période de la présentation. À toi la parole, Héloïse. Oui, merci Ernesto. Ben, bonsoir tout le monde. Alors, comme on est dans une séance hybride qui se déroule à la fois en salle et en ligne, on a 5 personnes qui sont connectées avec nous en ligne. Donc, je tiens à mentionner que ces personnes-là vont pouvoir aussi intervenir dans la période de questions et réponses là, qui aura lieu après la présentation. Donc, pour ces personnes-là, vous pourrez poser des questions à l'aide de l'outil questions-réponses, qui est une petite bulle en haut de votre écran là, pour les personnes qui sont sur un ordinateur. Donc, je vous donnerai plus de détails tout à l'heure sur la façon d'utiliser l'outil QER, mais vous pouvez dès maintenant explorer les fonctions en haut de votre écran pour trouver l'outil. C'est le principal outil qu'on va utiliser pour poser une question. Vous pourrez lever la main là, si jamais vous n'arrivez pas à utiliser l'outil, vous ne souhaitez pas l'utiliser. On va vous donner la parole, mais on vous invite dans tous les cas à attendre, tant en salle qu'en ligne, d'attendre la fin de la présentation avant de poser vos questions ou d'émettre vos commentaires. Donc, sans plus tarder, je vais laisser la parole, je pense que c'est M. Marcoux, Ernesto, là, qui prend la parole après moi. Oui, c'est bien ça, exactement. Parfait, à tout à l'heure. Merci, Héloïse. Bonsoir tout le monde. Alors, je vais vous présenter le projet de modification des plans d'implantation et d'intégration architecturale de Charlesbourg, c'est-à-dire que le Conseil a adopté un projet de règlement pour les abolir. Donc, on va voir dans un premier temps l'objectif de l'activité, puis après, par la suite, voir trois points, principaux points. Un qui traite d'où ça vient. Pourquoi est-ce qu'on en arrive à cette proposition-là ce soir? Qu'est-ce que c'est vraiment un plan d'implantation et d'intégration architecturale? Et puis finalement, on va vous montrer l'ensemble de ce qui existe comme réglementation à Charlesbourg. Donc ce soir, évidemment, c'est la consultation publique, la présentation et la période de questions. Comment ça fonctionne? C'est que vous avez le projet de règlement qui a été adopté par le conseil d'arrondissement. Il y a la consultation publique. Il va y avoir par la suite des demandes d'opinion aux 3 conseils de quartier qui sont concernés, des Jésuites, Notre-Dame-des-Laurentides, ainsi que Orsainville, à leur date dans le mois de novembre, là, à leur date respective de leur rencontre. Et puis, vous avez par la suite, après toutes ces étapes-là, il va y avoir l'adoption du règlement et l'entrée en vigueur qui va suivre. Donc, comme premier point, le contexte de la planification urbaine. Que s'est-il passé pour en arriver à cette proposition-là? C'est que dès 2023, il y a eu un constat de la Ville de dire qu'il y avait une pénurie de logements. Donc, la Ville s'est donné un plan en septembre 2023 de vision de l'habitation avec comme objectif d'augmenter, à créer des opportunités pour qu'il y ait 80 000 logements qui se construisent d'ici 2040. Donc, je vous rappelle que le taux d'inoccupation est de 0,9 % à Québec. C'est un taux qui est très faible. Il y a une accélération de la construction qui est souhaitée des logements de tout type de ménage. Donc, on peut parler autant d'une maison d'un seul logement qu'un immeuble avec plusieurs. Dans le contexte, le loyer moyen des logements locatifs a subi une hausse importante depuis 4 ans, puis le nombre d'unités de mise en chantier a diminué, elle, en contrepartie. Donc, dans ce contexte-là, la Ville a pris différentes actions pour pouvoir
favoriser la construction de logements. Il y a eu, entre autres, une autorisation d'avoir des maisons de jardin pour des habitations d'un seul logement dans la cour. Il y a aussi de permettre les logements d'appoint. C'est quoi un logement d'appoint? Vous l'avez sur l'image, là, soit que c'est un agrandissement dans le haut du bâtiment ou sur le côté. Et ça, je vous invite à aller voir sur le site de la ville. C'est très bien expliqué. Vous avez toute l'information pour ces éléments-là. Actuellement, c'est en cours. Il y a aussi une volonté de la ville de protéger les logements dans le contexte. Donc là, j'ai un de mes collègues qui parcourt les différents arrondissements en ce moment. Ça concerne surtout l'hôtellerie. Oui, l'hôtellerie, puis merci, M. Lavoie. Et en même temps, ce qui se fait à la ville, c'est qu'il y a une réduction des délais. Donc, tous les processus sont revus pour voir à réduire les délais pour les délivrances de permis. Donc, ça, c'est ce qui se fait actuellement. D'abord, qu'est-ce que c'est un plan d'implantation et d'intégration architecturale? Comme Ernesto vous l'expliquait au départ, on dit dans notre jargon, on dit le PIA. Donc, vous allez m'entendre dire ça, ce mot-là, plusieurs fois. Donc, le PIA, c'est une évaluation qualitative à partir d'objectifs et de critères d'une demande de permis. Comment ça fonctionne? C'est-à-dire que quelqu'un vient faire une demande de permis, il y a une présentation de la demande, il y a une analyse qui est faite au niveau réglementaire, une analyse technique, et si cette analyse-là, elle répond aux normes réglementaires, il y a la délivrance du permis. La Ville avise de donner une réponse, une première réponse dans les 30 jours. Ça, c'est l'objectif que la Ville s'est donné. À partir de quoi cette analyse technique est-elle faite? C'est à partir, par exemple, de la grille de spécification. Donc là, vous l'avez ici, un exemple là, pris au hasard. C'est là où on retrouve toutes les normes qui sont spécifiques à une rue en particulier. Donc, si la propriété est située sur telle rue, ça va être telle grille qui va s'appliquer. Et dans cette grille, on va avoir les informations à savoir quels usages sont autorisés. Est-ce qu'on peut avoir un restaurant? Est-ce qu'on peut avoir une maison? Est-ce qu'on peut avoir quel genre d'activité? Ça, c'est la partie en haut de la grille. Et puis, vous avez toute cette partie-ci, bâtiment principal. Là, on retrouve toutes les normes plus techniques. Donc, la marge. Donc, le bâtiment, il peut s'implanter à quelle distance de la rue, par exemple. Vous avez la hauteur maximale qui est autorisée dans cette rue-là ou ce secteur-là. Le pourcentage d'occupation du sol. Donc, quel pourcentage occupe le bâtiment sur le terrain. Donc, ça, ce sont toutes les normes, si je reviens qui sont regardées au niveau de l'analyse technique. Le PIA, lui, dans ce contexte-là, c'est une couche supplémentaire. Donc, c'est-à-dire que dans certains secteurs, certains PIA que je vais vous présenter là, après, on vient faire une analyse supplémentaire à partir de critères de PIA. Ces analyses-là sont présentées au comité consultatif d'urbanisme qui, lui, fait son propre avis. Donc, il prend note de l'analyse qui a été faite, mais il peut avoir une opinion différente de cette analyse-là. Et cet avis-là, par le comité consultatif d'urbanisme qui est composé de citoyens, elle est transmise au conseil d'arrondissement. C'est le conseil d'arrondissement qui, lui, donne l'autorisation de délivrer le permis ou non. Donc ça, la Ville a s'est visé un délai de 60 jours pour pouvoir donner une première réponse dans le cas d'un PIA. Donc, vous voyez qu'il y a déjà une différence. Là, ça allonge le nombre de jours pour pouvoir avoir le permis. Et ça, je vous explique que dans certaines situations, à certaines périodes de l'année, comme là, dans le mois de décembre, il y a la période des fêtes, donc le délai peut être même prolongé, dépendamment du moment où la présentation du permis est faite. C'est quoi l'objectif et des critères qui sont évalués? Donc, dans le fond, vous l'avez vu tout à l'heure, le permis, la demande de permis, elle est présentée et on regarde, est-ce qu'il y a le nombre d'étages souhaités? Est-ce que la marge était satisfaite, etc. Mais le PIA, lui, c'est des objectifs et des critères. Donc, vous avez des exemples ici, par exemple, sur la protection des arbres. Donc, il y a une analyse de la foresterie urbaine. Et puis là, ben, on regarde, est-ce que les arbres qu'ils veulent couper pour implanter la nouvelle maison, on les conserve ou non? On regarde dans le PIA l'harmonie des couleurs en lien avec les autres bâtiments. Est-ce que le projet qui présente, par exemple, une pierre grise s'harmonise avec les autres maisons du secteur qui ont, par exemple, des briques jaunes, parce qu'elles ont été construites à une certaine époque? Donc, ça, c'est un autre élément. Il y a les agencements des matériaux. Est-ce que les agencements des matériaux de la nouvelle maison, de la nouvelle construction, de l'agrandissement
s'harmonisent avec les maisons existantes. Et il y a, dans certains cas, la topographie, parce qu'on a des terrains plus en pente, donc on regarde est-ce que la maison ça respecte la topographie naturelle du terrain. Donc ça, c'est des critères d'évaluation qui sont supplémentaires. Puis vous pouvez comprendre quand je vous les explique que ce ne sont pas des critères, c'est pour ça qu'il y a plusieurs personnes qui donnent leur opinion sur cet élément-là, comme le comité consultatif, à partir des éléments qui sont au règlement, parce qu'on n'a pas une réponse tout à fait claire, comme par exemple le nombre d'étages, parce que ça peut varier d'un secteur à l'autre de l'arrondissement. Donc ça, c'est ça vraiment le PIA. Donc, quelles sont les modifications réglementaires? Je vous l'ai dit en entrée de jeu, la proposition, c'est de tous les abolir pour l'arrondissement de Charlebourg. Donc, vous avez deux projets de règlement, le 238 qui est en haut et le 3375 en bas. Pourquoi deux règlements? Ben, c'est une technicalité parce que c'est-à-dire qu'il y a il y a 3 zones à Charlebourg. Henri Bourassa, la place Henri Bourassa en face du carrefour Charlebourg, si je dis bien le bon nom, et puis place Louis XIV ou le Maxi sur Louis XIV. Ça, c'est 3 zones, les centres commerciaux, où c'est le conseil de la ville qui a compétence sur ça. C'est pour ça qu'on a 2 règlements. Ces règlements-là sur les PIA ne sont pas susceptibles d'approbation référendaire. Donc, à Charlebourg, il y a 14 règlements. Là, je vous ne les lirai pas tous là, parce qu'ils ont tous un petit nom en fonction du secteur où ils se situent. Et ces PIA-là sont hérités pour la plupart de la ville de Charlebourg. Les PIA, qu'est-ce qui autorise ça? C'est que c'est la loi en 1989 que le gouvernement a autorisé les municipalités à évaluer les projets à partir de critères. Donc, Charlebourg en avait beaucoup. Avec les années, avec la fusion avec Québec, la commission d'urbanisme est entrée en jeu. Donc, elle a pris les territoires qui sont historiques comme le Trait-Carré. Depuis, même, il y a des maisons à caractère patrimonial. Donc, ça a fait en sorte qu'il y a eu une première réforme des PIA. Donc, il y a des bouts qui ont été coupés à gauche, à droite pour justement harmoniser ça. Ensuite, il y a eu l'harmonisation de la réglementation vers 2010. Donc là, il y a eu encore un autre ménage, que je pourrais dire, là, quand je vais reprendre votre mot tout à l'heure, pour dire, ben, on va prendre certaines normes, puis on va les mettre à la grille, on va les retirer du PIA. Donc, on se retrouve aujourd'hui avec plusieurs règlements qui n'ont pas la même portée qu'il pouvait y avoir lorsqu'ils ont été adoptés. Alors, voici le premier, là, dans les 14, c'est le PIA qui s'applique pour tout l'arrondissement. Ça, ce PIA-là, vous le voyez en bas, vous avez un exemple là, sur l'avenue de Vienne, une maison résidentielle d'un étage. Le projet était de l'agrandir et de faire un 2e étage. Donc, ce projet-là, comme il est assujetti, au PIA, bien, lui, il est présenté là, dans le délai de 60 jours. Ce PIA-là, il est unique à l'arrondissement de Charlebourg. Dans les autres arrondissements, il n'existe pas. Donc, ça crée une disparité entre les arrondissements, entre les citoyens des arrondissements. Par exemple, ces citoyens aussi là, qui ont fait leur projet, qu'on peut voir à l'écran, ont dû passer par le conseil d'arrondissement pour avoir l'autorisation. Le même projet qui se serait réalisé à Sainte-Foy, à Haute-Saint-Charles, aux Rivières, aurait eu son permis dans les 30 jours. Donc ça, c'est aussi une volonté de la ville de harmoniser à l'échelle de la ville. Donc, si je commence par le quartier Notre-Dame-des-Laurentides, à Notre-Dame-des-Laurentides, il y a 4 PIA. Le premier, c'est sur la rue Bernier-Ouest. On peut dire que c'est presque pour le Canac. Là. Ça avait été adopté à l'époque pour l'aménagement de l'aire de stationnement seulement. Donc, quand il y a pour l'aménagement de l'aire de stationnement du Canac, il y avait des aménagements paysagers qui étaient demandés dans ce PIA-là. Et depuis, le projet est terminé. Mais on voit un peu même, il y a eu des plantations là, qui ont été faites, là, ça a été fait dans les dernières années. Donc, ce PIA-là, dans le fond, il est comme inutile là, maintenant, là, parce que c'est un projet qui a été complété. L'autre PIA à Notre-Dame-des-Laurentides, c'est la résidence Le Laurentien. C'est un PIA qui avait été adopté à l'époque parce qu'il y avait un projet d'agrandissement de la résidence. Ce projet ne s'est jamais réalisé. Donc, dans le fond, le PIA est comme inutile maintenant.
Un autre PIA, c'est sur la rue Georges Muir, c'est entre à l'est. Si vous avez la sortie, vous avez le nouveau secteur commercial, mais c'est entre ce secteur commercial-là et Henri Bourassa. Il y a des terrains là, qui sont là. Le PIA, ça a été adopté lors de toute la construction de la rue de Bigard, qu'on voit un peu là, les maisons sur le bout de l'écran là-bas. Donc, ce PIA-là fait en sorte que les promoteurs ou les propriétaires qui veulent construire dans ce secteur-là, il n'y a qu'eux aussi qui doivent suivre le cheminement du PIA. Donc, le même projet construit ailleurs dans l'arrondissement ou ailleurs dans la ville, à certains endroits évidemment, là, qui n'ont pas de PIA, ben, le projet aurait son permis dans les 30 jours de l'évaluation, une réponse du moins. Il y a la rue Oasis et la rue de l'Apogée. Donc, le secteur, ça, c'était pour, à cause qu'il y a plusieurs terrains en pente dans ce secteur-là. La rue est construite, donc le PIA est devenu caduc. Je vais aller un peu plus vite là, pour Orsainville. Il y a 4 PIA. Rivière-des-Roches, la rue de Loup-Marin, le Marigot, le golf et l'hôtel. La montagne des Roches, c'est un bout de PIA qui est principalement de l'autre côté, mais il y a ce bout-là est dans le quartier Orsainville. Et puis le secteur centre, là, entre Jean Talon puis la ligne d'hydro. Donc le premier, la rivière des Roches, lui aussi, c'est un peu comme à Oasis. C'était pour vérifier les pentes pour que la topographie naturelle du terrain soit satisfaite, là, que ça respecte, que ça s'harmonise. Donc la rue est construite. Donc, le projet est terminé. Le Marigot, c'est la même chose. Lui, il avait une volonté d'avoir créé un ensemble urbain harmonieux. Ce secteur-là aussi est entièrement construit. Montagne des Roches, la même situation. C'était créer une l'implantation de regroupement harmonieux des bâtiments. Ce secteur est entièrement construit. C'est certain que dans ce cas-là en particulier, comme le PIA continue de s'appliquer, on se retrouve dans des situations particulières où, par exemple, il y a quelqu'un ils nous ont fait une demande pour construire une verrière à l'arrière. Donc là, la ville se retrouve dans la situation de satisfaire la réglementation. Donc, on est obligé de passer le projet en PIA. Donc, c'est le genre de situation qui n'est pas nécessairement à l'avantage ni du citoyen ni de la ville, parce que justement, cette situation-là est unique là, dans ce cas-là. On ne retrouve pas ça ailleurs. Donc, c'est toujours, dans l'évaluation, c'est pour ça qu'on en arrive avec la proposition-là ce soir, c'est que ça a été évalué aussi en fonction de toutes les répercussions que ça a pour les autres citoyens des autres arrondissements. D'autant plus qu'il y a plusieurs objectifs qui ont été atteints là, dans les PIA. Secteur centre, boulevard Henri Bourassa, vous allez avoir plusieurs diapositives à ce point-là. Là, je suis au nord de Jean Talon. Lui aussi, c'était pour créer un milieu urbain harmonieux. La même chose si je prends, là, vous avez ici là, Stratos, le restaurant Stratos pour ceux qui connaissent. Je vais faire l'exemple suivant, c'est qu'admettons que le propriétaire déciderait d'ouvrir d'autres restaurants à Québec, puis par exemple sur le boulevard Amel, dans le coin de la rue Soumente ou à d'autres endroits à Sainte-Foy ou ailleurs, ben, ses projets à ces endroits-là ne seraient pas soumis à des PIA. Donc, il n'y a qu'à Charlesbourg, dans le secteur centre, que c'est soumis. Il y a quelques endroits à Sainte-Foy aussi, mais Sainte-Foy, c'est en révision de la même chose. Donc ça, il y a une volonté aussi que ce soit équitable pour l'ensemble des citoyens et des entrepreneurs, des commerçants aussi, pour l'ensemble de la ville. Bourg-Royal, vous avez les 2 PIA dont je viens de vous parler, Montagne des Roches et Louis XIV. La Montagne des Roches, c'est surtout autour du parc. C'était pour créer un regroupement harmonieux de bâtiments, comme je l'avais dit tout à l'heure, mais tout est construit. Puis là, on se retrouve encore là aussi avec l'idée que il y a un agrandissement en cour arrière, on doit le passer en PIA. Pourquoi j'insiste là-dessus, c'est qu'on s'est rendu compte, entre autres, que, par exemple, surtout dans le contexte actuel, des fois, on se retrouve dans des situations, là, les gens, ils veulent construire leur solarium, ils ont ils prennent des vacances, ils s'attendent à avoir leur permis rapidement, puis oups, ils ont la surprise que ça doit être porté au pays. Donc ça, c'est beaucoup d'inconvénients, autant pour les
les propriétaires que pour la ville. Louis XIV, un PIA qui favorise la qualité et la variété dans l'architecture. Il est presque entièrement construit, puis un peu comme Henri Bourassa, je viens de vous donner l'exemple, ben, un commerçant qui fait affaire là, admettons que ça serait le même propriétaire du GA qui est là, puis du GA qui c'est pas le cas, mais admettons cette hypothèse-là, puis ce serait le même IGA qu'Orsainville, ben lui, ici, sur Louis XIV, doit passer au PIA. Donc, juste le changement de la couleur dans le haut du bâtiment doit être présenté au PIA. Alors que le même IGA sur Orsainville n'aurait pas cette obligation-là. Quartier des Jésuites, il y a un petit bout de Louis XIV en face du Maxi. Et puis, il y a le secteur centre, là, tout le côté est du boulevard Henri Bourassa. Donc, c'est la même chose, le secteur centre, là, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, Rouge en Talon. Et vous avez aussi Louis XIV qui est dans le même contexte. Je vois cette diapo-là, puis ça me fait penser que la plupart des projets dans ces secteurs-là sont souvent conçus par des architectes parce qu'il y a certaines normes. Donc, on n'est plus dans la situation où on pouvait se retrouver en 1989 ou en 1990. Les normes ont beaucoup changé, il y en a beaucoup. Les règlements ont changé, ce qui fait en sorte que le PIA n'a plus le même intérêt qu'il pouvait l'avoir à l'époque. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec les professionnels qui travaillent sur des projets comme ça, font en sorte que les projets arrivent qui satisfont au règlement dès le départ. Donc, souvent, les projets sont approuvés dans la majorité des cas parce qu'ils satisfont au projet. Des Jésuites, là, c'est les deux centres commerciaux, Carrefour Charlebourg et la place Louis XIV, le Maxi. Là. Carrefour Charlebourg, il y a eu un agrandissement qui s'est fait pour la SAQ, la Société d'alcool. Et puis, c'est à peu près tout. Ce qu'on voit surtout, ça, c'est l'affichage. Je vais revenir un peu plus tard là-dessus. Ça et le Maxi, c'est la même chose. C'est des projets commerciaux qui, quand ils arrivent avec un projet de rénovation ou c'est souvent, ça répond aux critères automatiquement. Saint-Charles-Borromée, il y a le trait carré, mais le trait carré, là, faut faire la différence. C'est pas la commission d'urbanisme. Le trait carré, c'est un résidu, comme je vous expliquais tout à l'heure, des anciens règlements de Charlebourg. Donc, c'est à une certaine époque, la commission ne regardait pas le lotissement. Donc, quand quelqu'un qui voulait lotir son terrain ou le diviser ou le subdiviser, ça ne passait pas à la commission. Donc, la ville de Charlebourg, à l'époque, avait adopté une réglementation pour ça. Depuis, la commission, elle a repris le flambeau. Donc, le PIA est inutile. C'est la commission qui se prononce sur le sujet. Vous avez aussi au nord-ouest du Trait-Carré, donc pour ceux qui connaissent bien là, le centre de Bourbeau là, pour les serres. Donc, c'était un PIA qui avait été prévu par l'ancienne ville de Charlebourg pour le développement de ce secteur-là. Vous avez Villa Cortina et le secteur centre côté ouest. Donc, le secteur centre, c'est la même chose que les autres diapositives. L'affichage maintenant. Ça, c'est un point important. Dans la ville de Québec, la commission d'urbanisme regarde les projets d'affichage pour les secteurs historiques. Il y a 2 ans, elle avait d'autres territoires qui n'étaient pas dans les quartiers historiques. Elle a abandonné l'évaluation de ces projets-là en 2020. Oui, 2020. Donc là, ce qui fait en sorte, c'est que ce qui reste en dehors des secteurs historiques d'évaluation, il y a Charlebourg, tout le secteur centre, et aussi à Sainte-Foy, il y a quelques endroits. Donc là, à Charlebourg, les commerçants sont, je ne dirais pas désavantagés, mais disons que les prescriptions qui leur sont, ce qu'on leur impose est différent de ce que les autres n'ont pas ailleurs. Donc, par exemple, un commerçant sur Henri Bourassa doit passer en PIA pour son projet d'affichage, ce qu'il ne ferait pas, par exemple, en bas dans Saint-Rodrigue, dans la Première Avenue. Donc là, c'est la réglementation qui s'applique, le 30 jours et non le 60. Nord-Ouest Trait-Carré, là, c'est les terrains de Bourbeau. Et puis, vous avez le Trait-Carré, là, je viens de vous l'expliquer sur le lotissement. Et Villa Cortina. Villa Cortina, c'est un PIA qui était à usage unique, comme on pourrait dire. Donc, dans le fond, une fois que le projet est terminé, le PIA reste là. Le problème qu'on a, c'est que ça apporte de la confusion parce que des fois, il y a des
peut-être pas pour lui parce que c'est un terrain, puis, mais dans d'autres secteurs, là, les gens disent, ben, c'est demandé, c'est inscrit à la grille, est-ce que c'est applicable, est-ce que ce n'est pas applicable? Donc là, il y a tous ces échanges-là. Donc, dans le fond, comme l'objectif est atteint, ben, à ce moment-là, il devient comme en surplus. Et puis, Saint-Charles-Borromée, vous avez aussi là, le centre commercial là, qui est de compétence de la ville, là, Place Henri Bourassa. Eux, c'est la même chose. Ils ont eu un projet de rénovation il y a quelques années, puis ça a été fait par une firme d'architectes. Donc, c'est arrivé, puis ça a été approuvé comme ça. Donc, ça pour expliquer que ça retarde beaucoup les projets pour cette réglementation-là. Saint-Rodrigue, il y en a un seul, l'Atrium. L'Atrium, c'est particulier parce que l'Atrium, il y a déjà des normes sur les matériaux qui sont exigés à la grille. Donc, vous savez, tout à l'heure, je vous ai montré la grille. Donc, à la grille, c'est marqué, ben, vous avez soit de la brique ou de la pierre. Le PIA le demande aussi. Donc, c'est comme une double conformité. Donc là, la proposition est de l'abroger celui-là aussi pour que, de toute façon, les normes qui étaient souhaitées sont déjà prévues à la grille. Donc, en conclusion, la recommandation d'abroger les PIA de Charlesbourg, les 14, dans le fond, c'est pour réduire les délais d'au moins 30 jours de la délivrance du permis. C'est alléger la réglementation pour plus de prévisibilité. Parce qu'il y a eu le forum Développer la ville autrement, qui a eu lieu en février de cette année. Et une des remarques qui a été faite à la ville par plusieurs intervenants, c'est-à-dire on a de la difficulté à prévoir pour nos projets parce qu'il y a une incertitude liée à cette réglementation-là particulière des PIA. Donc, c'est pour ça que ça a été un élément souhaité de les abroger aussi pour faciliter puis alléger la réglementation. Ça donne aussi plus d'équité pour l'ensemble des citoyens, des commerçants et des promoteurs qui présentent une demande de permis. C'est la même chose à Beauport. Ils ont eu leur consultation lundi passé. Donc, eux aussi, la recommandation était d'abroger les PIA qui étaient par certains secteurs. Et puis, ça répond au plan de mise en œuvre accéléré 2023-2026 de la vision de l'habitation, dont l'une des actions vise à réduire les délais de délivrance des permis. Les prochaines étapes, il y a la consultation publique ce soir. Il va y avoir une période de consultation écrite dès demain, de 7 jours. Il va y avoir la demande d'opinion au Conseil de quartier des Jésuites le 11 novembre, au quartier d'Orsainville le 27 et au quartier Notre-Dame-des-Laurentides le 28. Et l'adoption des règlements avec modification si requis en janvier 2025 pour une entrée en vigueur probablement février 2025. Fait que voilà, ça fait le tour de ce que j'avais à vous présenter. Merci. Merci beaucoup, M. Marcoux. En effet, c'est peut-être beaucoup d'informations, mais pour vous et pour les gens qui sont en ligne, vous allez avoir quand même la possibilité à partir de demain de participer à cette consultation écrite en utilisant la présentation qui sera publiée sur le site web de la ville. Donc, on va passer à la période de questions-réponses. Et je vais me permettre de donner quelques consignes pour les personnes qui sont dans la salle. Et par la suite, Héloïse, je te céderai la parole pour donner également les conseils pour les gens qui nous accompagnent à distance. Donc, pour vous, pour les personnes qui sont dans la salle, je dirais que je vous demande de lever la main et vous vous approchez du micro pour pouvoir poser vos questions et mettre vos commentaires. C'est vraiment très important de pouvoir parler au micro parce que comme de cette manière, les gens qui sont à distance vont pouvoir bien vous entendre. Et cette consigne s'applique pour les participants et pour les questions, mais aussi pour les réponses de notre côté. Donc, on va essayer toujours de parler au micro. Et je vous demande de dire votre nom et le secteur d'où vous venez. C'est sûr que c'est un projet qui touche les 6 quartiers de l'arrondissement, donc ça vaut la peine peut-être de nous dire d'où vous venez pour mieux identifier les projets, les pays en question. On n'est pas nombreux, donc on va aller avec des périodes de 2-3 minutes. Si nécessaire, on pourra faire un deuxième tour de parole. Puis ça s'applique aussi pour les gens qui sont à distance. Et voilà, de mon côté, c'est pas mal les consignes.
toutes les consignes. Héloïse, je te céderai la parole pour les consignes pour les gens qui sont à distance. Oui, merci Ernesto. Donc, j'ai abordé tout à l'heure la façon de poser des questions pour les gens qui sont en ligne, de poser des questions ou d'émettre un commentaire, c'est-à-dire de cliquer sur la petite bulle en haut de votre écran avec un point d'interrogation dedans. Donc, c'est l'outil questions-réponses ou Q&R. Vous pouvez cliquer dessus et nous envoyer une question par écrit. Vous pouvez mentionner aussi dans quel secteur vous êtes, vous résidez ou sur quel secteur vous voulez intervenir dans votre question écrite. Si vous préférez toutefois poser une question orale, juste à côté de l'outil Q&R sur votre écran, il y a une petite main comme ceci. C'est l'outil Lever la main. Donc, je vais pouvoir ouvrir votre micro pour vous permettre de poser votre question oralement. Pour les personnes qui sont connectées par téléphone, je ne suis pas certaine qu'il y en ait, mais vous pouvez faire étoile 9 pour lever la main. Puis après ça, étoile 5 pour ouvrir votre micro. Donc, on va alterner entre les questions de la salle et les questions en ligne. Et puis, si vous avez besoin d'assistance, je pourrais vous donner plus d'explications au besoin. Donc, ça fait le tour pour les consignes pour les personnes qui sont en ligne. Merci beaucoup, Héloïse. Donc, la parole est à vous dans la salle, puis à vous à distance aussi. Allez-y, monsieur. Vous prenez bien. Je comprends qu'on veut enlever le PIA de Charlebourg pour réduire les délais. Ma question, c'est est-ce que les PIA global de la Ville de Québec va demeurer à s'appliquer ou lui va être appelé à partir? Pour l'instant, le PIA de toute la ville demeure. J'aurais pas mon permis plus vite grâce à ça. Parce que là, c'est ce qui s'applique. Là, ce soir, c'est tous les PIA de Charlebourg. Donc, si par exemple, vous avez un projet sur Henri Bourassa, puis que ça rentre en vigueur, donc là, ça va aller plus rapidement pour le permis. Par contre, pour le PIA ville, qui est pour les nouvelles constructions dans le quartier, ça, pour l'instant, ça demeure. Ça demeure, ouais. Ça ne changera pas grand-chose pour la création de nouveaux logements. Non, pas là. Parfait. C'est tout. Merci, monsieur. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle ou en ligne? Héloïse, de ton Oui, côté? Ernesto, on a quelques questions ou commentaires en ligne. Je vais vous les lire une par une, là, puis permettre de répondre par la suite. Donc, on a Madame Keng qui demande est-ce que les demandes de permis sont payantes? Et si oui, c'est combien les frais là, pour les demandes de permis? C'est une personne d'Orsainville qui pose la question. Merci. Oui, les demandes de permis sont payantes. Quant à savoir aux frais, je ne pourrais pas vous les dire exactement parce que c'est en lien avec la valeur des travaux, puis un minimum. Oui, c'est ça, exactement. Le nombre d'unités, le nombre. Donc, ça, c'est en appelant au 311, vous allez pouvoir avoir cette information-là. Parfait, merci. On a une deuxième intervention. Est-ce que vous permettez, Ernesto? Oui. C'est un assez long commentaire, donc je vais le publier là, pour que les gens qui sont en ligne puissent le lire en même temps que moi. C'est M. Lagacé. Je crois qu'il ne spécifie pas de quel secteur, dans quel secteur il est. Il suppose là, que cette modification réglementaire-là sert à encourager les chantiers de logements sociaux afin d'accélérer les procédures d'émission des permis par l'élimination des PIA pour un grand nombre de lots à Charlebourg. Il se dit en accord avec la modification, mais avec les réserves qui suivent. Peut-être avant que je lise tout le commentaire et les réserves, est-ce que vous pourriez valider, M. Marcoux, si les modifications réglementaires vont servir à encourager des chantiers de logements sociaux ou non? Mais là, en fait, les demandes de permis, ça vise toutes les demandes de permis. Donc, toutes les demandes de permis dans tous les secteurs, c'est que ce soit un projet résidentiel privé, un projet commercial, ça vise toutes les demandes. Donc, ce n'est pas spécifique aux logements sociaux. Parfait. Merci de la précision. Donc, je vous partage les réserves du citoyen.
Donc, il dit ceci est compréhensible pour la majorité des lots qui ont comme principal usage autorisé, qui sont identifiés comme logement ou commerce de consommation ou de services. Dans le cas du lot qui vise le terrain du golfe de la Faune, les usages autorisés sont de nature de récréation extérieure et de parcs récréatifs. Ce lot couvre le domaine de la faune et une superficie importante de milieux naturels et aménagés. Ils sont composés de nombreux milieux naturels, des berges de la rivière du Berger et des milieux humides d'intérêt. Le citoyen nous indique là, que pour ce lot, le retrait du PIA diminue la capacité supplémentaire d'analyse, le temps d'étude et le niveau de participation publique. Donc, dans le cas de ce lot-là, le 4205RA, là, celui du golfe de la Faune, il croit que des informations supplémentaires devraient être ajoutées à la fiche du lot pour indiquer les analyses appropriées à ce lot et que la participation publique soit faite au niveau du quartier, de la ville et de l'arrondissement. Donc, tout ça dans un but là, de protéger la biodiversité. Nous croyons que la volonté de la Ville de Québec de protéger sa biodiversité appuie cet ajustement et cette modification réglementaire. Donc, en somme, c'est d'ajouter des éléments là, qui permettent la conservation de la biodiversité pour le lot dont il est question. Est-ce que c'est quelque chose qui est possible de faire, M. Marcoux? C'est-à-dire qu'il y a plusieurs éléments dans le commentaire. C'est que le PIA qui était, parce qu'à une certaine époque, Charlebourg, là, je dis ça j'étais pas là, mais il me semble qu'il y avait des projets de développement résidentiel à la place du golfe. Il y a même déjà eu un parc floral, il me semble. Le PIA, lui, ne vise uniquement que la construction d'un bâtiment, son architecture, son intégration architecturale. Ce secteur-là, il y a un secteur avec des usages qui sont autorisés, puis il y a un golfe, mais les usages résidentiels ne sont pas autorisés là, de mémoire, il faudra vérifier, sous toute réserve, mais ces usages résidentiels-là ne sont pas autorisés pour le golfe. Donc, si jamais il y avait une volonté, ou admettons que le golfe serait vendu pour un projet de développement, c'est certain qu'il y aurait une modification réglementaire qui devrait être faite. Et là, ça redeviendrait, comme ce soir, une consultation particulière pour ça. Et c'est certain que la Ville, avec sa volonté actuellement de protéger les milieux humides, c'est certain que on ne peut pas entrer sur un terrain comme il y a plusieurs années où là, on pouvait développer le terrain sans tenir compte de ces éléments-là. Aujourd'hui, ce n'est plus la même situation parce qu'il y a beaucoup de réglementations là, au niveau de la Ville, avec le ministère aussi. Donc, ce n'est pas le but pour ce soir ça ne change rien pour l'instant aux usages autorisés dans ce secteur-là. Puis s'il y avait une modification d'usage, il faudrait revenir en modification réglementaire, en consultation publique. Le PIA, actuellement, dans ce secteur-là, ne concerne que les constructions et l'affichage pour l'hôtel. Je ne sais pas si ça répond à la question. Je crois que oui, peut-être le citoyen pourra nous répondre en commentaire si jamais ça ne répondait pas, mais je pense que sa préoccupation était justement à l'égard que si on accélère en abrogeant les PIA, on va réduire le temps d'analyse des projets, puis on pourrait faire peut-être passer un petit peu tout droit là, à l'analyse qui touche tout ce qui touche la biodiversité. Je pense que vous avez bien répondu que les PIA ne touchaient pas ces éléments-là, puis que toute modification réglementaire liée à un nouveau projet impliquera un retour en consultation publique. Donc, si jamais on a une sous-question, je vous reviendrai à ce moment-là. Merci. C'était tout pour les questions en ligne, Ernesto. Merci beaucoup, Héloïse. Du côté de la salle, avez-vous des questions? C'est correct? De ce côté, on n'a pas de questions, Héloïse. Est-ce que peut-être en ligne, il y aura des gens qui souhaitent... Pour l'instant, il n'y a pas de mouvement, non? OK, parfait. Donc, on va céder la parole du côté de la salle. Alors. Moi, c'est Lison Boulanger. Je suis du côté d'Orsainville, dans le conseil de quartier. Et je me demandais pourquoi, qu'à Charlebourg, on a fait 2 présentations citoyennes, une pour des informations de Charlebourg, puis en même temps celle-ci. Il n'y a pas beaucoup de monde, on s'entend, là, 5 en ligne et 3 en salle. Et qu'est-ce qui se passe avec l'autre présentation qui a lieu en même temps ce soir pour Charlebourg aussi?
Je ne comprends pas qu'il y ait 2 rencontres en même temps. OK. En fait, vous parlez peut-être, ce n'est pas une consultation, Non, ce n'est pas une l'autre activité? consultation, mais c'est une soirée d'information là, pour les gens de Charlebourg. Ah Fait oui. que moi, j'ai eu un dilemme, là, je viens ici ou je m'en vais là-bas, là, Oui, je comprends. Oui, c'est ça. Vous parlez de la rencontre annuelle là, avec de Mme Madame Boucher. oui. Mhm. C'est illogique un petit peu. OK, ben, c'est ça, je comprends votre point de vue. En fait, c'est ça, juste pour vous rassurer, comme j'ai dit c'est tantôt, la présentation sera publiée à partir de demain et les citoyens auront jusqu'au 14 novembre pour s'exprimer par écrit. Et aussi, il y aura la possibilité de participer aux assemblées des conseils de quartier qui sont affichées, elles sont à l'écart, effectivement, le lundi prochain pour les conseils de quartier des Jésuites, le 27 hors Saint-Ville et le 28 pour Notre-Dame de Laurentide. Donc, il y a quand même d'autres possibilités, mais je comprends bien votre point. Et voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, du côté de en ligne, Héloïse? Oui, Ernesto, on a une sous-question là, du citoyen dont j'ai lu le commentaire tout à l'heure. Je proposerais peut-être à la personne de lever la main, puis je vais ouvrir son micro. Je pense que ça va faciliter là, la compréhension. Oui, monsieur lève la main. Je vais lui donner la parole si tu me permets, Ernesto. Je crois Bien que ça sûr. va faciliter les choses. Donc, monsieur, ce sera pas long. Voilà, je vais tenter d'ouvrir votre micro. Vous pouvez ouvrir votre micro, là. Normalement, on devrait être capable de vous entendre, monsieur Lagacé. Alors, je ne crois pas que soit monsieur Lagacé n'arrive pas à ouvrir son micro, soit ma manipulation n'a pas fonctionné. Alors, monsieur Lagacé là, demande pourquoi ne pas limiter la description de ce lot, donc on parle du lot du golf de tout à l'heure, au secteur où il y a des bâtiments. Si en attendant, monsieur Lagacé, vous arrivez à ouvrir votre micro, là, on va pouvoir vous donner la parole. Donc, Oui, je est-ce qu'on viens peut de l'ouvrir. répéter? Ah, voilà, Ah oui, monsieur ça s'en Lagacé vient. a ouvert son micro. Je vous invite à poser votre question, peut-être en précisant ce que vous voulez dire, puis monsieur Marcoux là, va pouvoir vous répondre. Bonjour, Monsieur Marco. Bonjour. Vous m'entendez bien? Oui, Oui, d'abord, je voudrais vous indiquer que moi, je suis d'accord avec le changement réglementaire là, pour le PIA, pour la majorité des lots. Le seul lot là, qui me touche, là, c'est le lot concernant le golf, le milieu naturel du golf. Bon. Vous indiquez que ça concerne surtout les immeubles du domaine de la faune et du Marigot, l'hôtel, ce secteur-là, où il y a eu dans le passé l'ajout de ce PIA-là pour, ni plus ni moins, harmoniser les structures puis tout ça de ces bâtiments-là. Mais la description géographique du lot inclut toute la zone naturelle. Et le fait que vous retiriez j'appelle ça un peu des garde-fous, d'une certaine façon, qui sont peut-être dépassés, mais à des fins de favoriser le logement social, dont je suis entièrement d'accord. Il y a aussi des projets de développement résidentiel privé dont on a eu vent, qui ne sont pas nécessairement là en branle, mais qui concernent cette partie-là du lot. Fait que notre crainte, c'est le fait qu'en diminuant la possibilité d'avoir des analyses supplémentaires attachées à ce lot-là ou à la partie naturelle de ce lot-là, et aussi de permettre des participations publiques au niveau de l'arrondissement, vous diminuez d'une certaine façon la possibilité et le temps de réaction des gens. Et la compréhension, vu que les analyses ne pourront pas nécessairement être demandées. Vous vous rabattez sur le fait qu'il y en aurait beaucoup d'autres sortes d'analyses, tout ça, mais vous enlevez, ni plus ni moins, un des moyens. Fait que je crois que pour compenser, il faudrait que pour ce lot-là, soit que vous le redivisiez
ou soit que vous mettiez une information supplémentaire attachée à ce lot-là, à l'effet que des analyses appropriées doivent se faire et que la participation publique doit se faire. Parce que le PIA, ce n'était pas seulement là, pour les affaires de revêtement extérieur, d'étage ou de choses comme ça, c'était toutes les questions du milieu naturel aussi. Et là, en enlevant le PIA pour ce lot-là, ben, vous enlevez aussi un des moyens qu'il y avait. Fait que je crois que pour compenser, vous devriez rajouter des demandes d'informations supplémentaires pour ce lot-là. C'est pour ça là, que j'ai fait cette intervention-là, mais je laisse à votre discrétion là, le suivi quant à mes commentaires. Parfait. Ce qui arrive, c'est que le PIA, ça concerne surtout les constructions. Donc, dans le fond, pourquoi ça comprend tout le golfe? Vous connaissez bien le terrain, là, vous me semblez très bien le connaître. Il y a eu la construction d'un pavillon de service près de l'autoroute Oui, il y a quelques années et il y a eu aussi la construction d'un petit bâtiment de mémoire là, près des gros blocs de condos, là, un petit bâtiment, je ne sais pas si c'est de service, il me semble. oui, pour le skidoo. Voilà, donc ces bâtiments-là faisaient l'objet du PIA. Par contre, toute la réglementation liée au milieu humide s'applique. Vous souvenez-vous, là, je ne sais pas, est-ce que vous le voyez encore ou Oui, on Oui, voit votre vous présentation. voyez Là, la je vais juste présentation? la grossir un peu. Voilà. Bon, si je vais, souvenez-vous, je vous avais montré ça ici, les règles normatives. Ça, c'est des oui, règles qui s'appliquent au secteur. Donc là, on fait référence à l'usage. Mais en plus de ces règles normatives, il y a un règlement de pas loin de 1000 articles. Et ça, je pense qu'il y en a même plus que ça. Où là, on vient, en plus de ces règles normatives à la grille, on vient appliquer toutes les autres règles, bien, quand ça s'applique évidemment, sur les aires de stationnement. Puis, ça comprend aussi tous les milieux humides. Donc, dans le fond, le PIA, lui, il ne faisait qu'ajouter une couche par-dessus pour les constructions sur le golfe s'il y avait lieu, mais ça n'autorisait pas plus le golfe à construire en milieu humide à cause de l'autre réglementation qui était en parallèle. Je ne sais OK. pas si je suis clair dans mon explication. Dans le Oui, fond, le PIA qui est enlevé, ça concerne seulement la construction. Donc, demain matin, il y aurait un projet de redéveloppement du secteur. Il faudrait changer les normes au niveau normatif, donc la grille que vous voyez là, et probablement au règlement. Donc ça, ces normes-là, à partir du moment où on les change, on n'a pas le choix de revenir en consultation publique. La Ville n'a pas le choix de revenir en consultation publique. Vous présentez le projet et là, ces changements-là peuvent être susceptibles d'approbation référendaire dans certains cas. Donc, c'est certain que ce soir, ce n'est pas ça. Ce soir, la proposition, c'est seulement d'enlever la couche où l'architecture des bâtiments qui peuvent être construits est enlevée. Par ah. contre, s'il y avait la construction d'autres prévues sur le golfe, ça ne l'autoriserait pas plus à aller s'installer dans le milieu humide. Et puis, concernant l'architecture, les hauteurs des complexes résidentiels privés qui voudraient développer, ça serait couvé par d'autres modalités parallèles? Bien, ça serait, là, pour l'instant, vous avez seulement les blocs qui sont construits où c'est autorisé, mais admettons, là, on parle par hypothèse, c'est certain Oui, que le golfe, il y aurait un projet de dire, ben, ils enlèvent le golfe puis ils construisent des tours le long de l'autoroute, par exemple. oui, Mais oui. ça vous serait présenté en modification réglementaire, une nouvelle consultation publique, une demande d'opinion au conseil de quartier, et puis ça ne se ferait pas, comme je vous l'expliquais, il y a 50 ans, où là, on arrivait, puis on déboisait tout, on pouvait même changer le lit des rivières, puis on Oui, construisait des maisons. Là, on n'est plus là. Donc, ça, il y a le ministère en plus qui fait beaucoup de suivi sur ces terrains-là. Donc, tout ce qui serait terrain humide serait identifié, puis c'est certain qu'il y aurait des mécanismes puis
en lien, je vous parle de mon expérience en lien avec, vous avez connu un peu plus au nord, là, tout le développement de Georges Muir. Georges Muir. Bon, c'est ça exactement. Donc, il y a Oui. eu des blocages là, parce qu'il y avait beaucoup de milieux humides, là. Donc, Oui. c'est le même principe qui s'appliquerait au golf. Donc, tout sera analysé, identifié avant de pouvoir modifier le règlement puis autoriser quoi que ce soit. Donc, on est loin de ça. Bon. Là, ce Merci. soir, c'est seulement Oui. enlever la couche pour dire, ben maintenant, on ne s'occupe pas de l'architecture des constructions qu'il y aurait à se faire. Oui. Je vous remercie beaucoup. Votre réponse me satisfait, M. Masson. Puis, bonne chance. Merci. Merci, Mer- M. Lagacé, M. Marcoux. M. Lagacé, là, je vous retourne comme participant dans le public en ligne. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Héloïse. Est-ce que avons-nous d'autres questions? Dans la salle, il n'y a plus de questions. Et en ligne, j'imagine qu'il y en a. Sinon, donc, je pense que je vais passer plus comme au petit rappel avant de vous donner la parole pour la fermeture de l'activité. Juste le petit rappel, à partir de demain, vous allez avoir la même présentation publiée sur le site web de la ville. Les gens qui sont à distance, en ligne, connaissaient bien la page, le site, puisqu'ils ont allé le visiter pour s'inscrire à l'activité. Donc, à partir de ma présentation, enregistrement de l'activité également. Et on débute aussi la consultation écrite qui est jusqu'au 14 novembre prochain. Et nous avons 3 dates pour demander l'opinion des 3 conseils de quartier de Charlesbourg. Jésuite lundi prochain, le 27 Orsainville et le 28 Notre-Dame de Laurentide. Merci. Monsieur Lavoie, je vous céderai la parole pour les mots de la fin. Bien, merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce soir. Merci aux gens en ligne également. Merci Ernesto, merci Héloïse en ligne et merci à Pierre surtout pour ces explications. C'est très bien imagé, vraiment. Merci. C'était très, très complet. C'est très apprécié comme information détaillée. Peut-être entre nous, hier, on était avec le comité conseil en urbanisme de Charlesbourg. Ils veulent absolument donner leur opinion également. Alors, on pourra leur transmettre la consultation en ligne qui est donc, si je me souviens bien, jusqu'au 14 novembre. Alors, on leur mettra également les informations nécessaires pour qu'ils puissent donner leur opinion, le cas échéant. Alors, merci beaucoup tout le monde. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci beaucoup, Héloïse. Comme